Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Il est 12h30 pile sur Sud Radio et un débat dans le thème puisque certains de vous qui nous écoutez êtes sûrement en train de préparer le déjeuner ou en train de préparer un casse-croûte made in France bien sûr pour aller sur la plage et profiter de l'après-midi. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. C'est parfaitement dans le thème et avec vous, on avait envie de vous recevoir d'abord bien sûr pour parler de tout ce qui se passe dans votre secteur qu'est la restauration, qu'est l'hôtellerie. Non seulement vous êtes chef mais vous êtes aussi le président de l'Union des métiers et de l'industrie et de l'hôtellerie qu'on appelle l'UMI, donc vous êtes un capteur essentiel pour toutes ces problématiques-là. Et puis aussi plus largement, en France, est-ce que la gastronomie française doit être une exception culturelle? C'était en tout cas dans ce sens qu'elle est une tribune signée par vous et d'autres grands chefs. Et plus largement aussi, le métier aujourd'hui de restaurateur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un bon produit? Est-ce que manger c'est voter? On va voir tout cela ensemble durant les 30 prochaines minutes. Mais première question, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un pays où les Français, dans l'Union européenne, sont ceux qui ont le plus petit budget de vacances et quand ils partent, forcément les plaisirs sur lesquels ils rognent petit à petit, c'est le restaurant. On a une baisse de 15-20%, c'est ça, de la fréquentation des établissements. Ouais. Et tout à l'heure sur cette antenne, on avait un débat qui était: est-ce qu'aujourd'hui le restaurant est devenu un luxe? Qu'est-ce que vous répondez à cette interpellation? Non, le restaurant est pas un luxe. On en a fait un luxe parce que on a laissé pendant des années s'oxyder le pouvoir d'achat, dénigrer le mot restaurant. Le mot restaurant est absolument pas protégé. L'artisanat des métiers de bouche n'est absolument pas protégé. Aujourd'hui, tout le monde est restaurateur, donc c'est une lente dégradation. Et puis effectivement, aujourd'hui, on a, quand on parle de restaurant, on parle aussi du monde de l'alimentation. Et les arbitrages que font les gens aujourd'hui, c'est de dire, on n'a plus le pouvoir d'achat pour aller au restaurant. Et alors, là où il y a méprise, c'est qu'on croit que d'amener ses enfants ou sa famille dans des restaurants qui n'en sont pas, finalement, ce serait bien. Ben non, c'est pas bien parce que... C'est quoi les restaurants qui n'en sont pas? Ou quand vous dites, en fait, on a dégradé le mot restaurant? C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui, tout le monde est devenu restaurateur. Je passe, en venant chez vous, devant un supermarché, il a sorti une terrasse, vous réchauffez des plats au micro-ondes et vous êtes assis à table. Donc le mot restaurant n'est absolument pas protégé. Pourquoi je me suis battu depuis 3 ans pour faire enfin une loi cadre sur le fait maison, qu'on garantisse aux clients quand ils rentrent dans un restaurant que ce soit du fait maison ou pas, mais au moins que ce soit indiqué. Ça n'a pas été entendu, mais on ne désespère pas de créer une loi cadre autour de cela, parce que en ayant cette loi cadre, nous protégerons le mot restaurant, nous protégerons le mot artisanat, et ça fait que aujourd'hui les gens savent où ils iront manger. Moi, j'ai pas de... Quand je vois un de mes restaurants où on fait un menu à 25 €, finalement, on va prendre des parts de marché à des gens qui font du fast-food ou des choses comme ça. Mais encore faut-il pouvoir tenir économiquement un restaurant menu à 15 €. Si je ne fais pas 500 couverts dans ce restaurant, je suis mort. Ça marche pas économiquement. Donc même quand en réalité on est un restaurateur et qu'on essaye de faire quelque chose d'accessible, en réalité peut-être que ça permet à des gens de venir manger dans un vrai restaurant, mais derrière c'est aussi un danger économique. Bien sûr, pour le restaurateur, parce que c'est un risque. Et c'est un risque parce qu'aujourd'hui, quand un restaurateur qui fait du fait maison à 2% de marge nette en fin de bilan, et celui qui ne fait pas du fait maison à 8% de marge, celui qui fait du fait maison, il jette l'éponge très rapidement, très rapidement. Donc aujourd'hui, on voit une lente dégradation, mais elle est pas récente, elle a près de 30 ans, une lente dégradation de notre restauration parce que justement, on n'a pas su protéger. Le restaurateur et protéger aussi, l'aider à maintenir, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir continuer son exploitation. Vous parliez de l'importance justement de protéger le fait maison. Figurez-vous que la ministre Véronique Louwagie, ministre déléguée donc au commerce, à l'artisanat, aux PME et à l'économie sociale et solidaire, rien que ça, était à ce micro ce matin et on a évoqué un nom, un prénom, Thierry Marx. Écoutez ce qu'elle a répondu. Je travaille actuellement avec les restaurateurs. J'ai reçu Thierry Marx, président de l'UMI, il y a quelques jours. Lui, vous l'avez entendu, une loi sur le fait maison dans la restauration. Et effectivement, j'ai échangé avec lui sur cette question. J'ai créé des assises de la restauration et des métiers de bouche qui réunit tous les professionnels. Et nous travaillons sur cet aspect comme d'autres aspects, qui est l'attractivité des métiers, la modernisation aussi des magasins, des ateliers, et également toutes les situations économiques par rapport à l'énergie, au coût des matières premières, avec tous ces professionnels. Véronique Louwagie, ministre déléguée au commerce, qui était l'invité politique de Benjamin Glaise ce matin dans la matinale de Sud Radio. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que le dialogue, c'est un vrai dialogue ou c'est un monologue de sa part? Non, c'est un vrai dialogue. C'est vrai que la ministre m'a reçu plusieurs fois. On a beaucoup évoqué avec différents ministres
cette loi cadre, j'insiste là-dessus, sur le fait maison, parce que c'est le seul moyen de protéger l'attractivité de la gastronomie française. Aujourd'hui, cette dégradation, elle est liée à ça. C'est-à-dire que on est télescopé par des gens qui ne font pas du fait maison et qui s'appellent restaurants. Donc il faut vraiment mettre ça au sens large du terme. C'est-à-dire que tous les métiers de bouche doivent être concernés. Les boulangers ont besoin d'être protégés, les pâtissiers, etc. Donc il faut, on travaille avec la ministre, bien sûr, et je l'ai évoqué il y a moins de 48 heures avec elle, mais en même temps, en lui envoyant un signal fort, de dire, vous nous détournez les titres restaurants, c'est 600 millions d'euros d'envoyer à la grande distribution, qui n'a pas besoin de nous pour faire des marges, avec une TVA d'ailleurs qui est inférieure à la nôtre. Donc là, à un moment donné où on cherche de l'argent, eh bien c'est un petit peu ambigu comme discours. Nous, on a proposé, on n'est pas bloqué, on s'est dit, rendez-nous nos titres restaurants pour les restaurateurs, et notamment ceux qui font... Alors c'est quoi un vrai restaurant pour qu'on comprenne? Un vrai restaurant, c'est quelqu'un qui fait 80% de son activité en fait maison. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de personnel, d'un peu plus de coûts matière de qualité. 80% de l'activité dans son restaurant, c'est lui qui travaille sa matière, il la transforme, il la prépare. Et aujourd'hui, quand vous leur détournez le titre restaurant, c'est pas vieux, il y a 72 heures, je déjeunais dans un restaurant qui est pas loin, qui est rue d'Anjou, c'est totalement du fait maison. Il a un menu à 19 €. Quand on lui détourne le titre restaurant pour aller acheter dans des supermarchés des produits qui sont à des TVA 5,5, d'ailleurs des TVA plus inférieurs à la nôtre, il comprend pas qu'on lui détourne son revenu et qu'on envoie 600 millions d'euros à la grande distribution. Mais quand vous parlez de la restauration, c'est vrai que tous les Français aiment le restaurant, je crois en tout cas beaucoup. C'est vrai que certains n'ont plus forcément les moyens d'y aller, mais vous le dites, beaucoup de restaurateurs s'investissent et vont sur ce terrain-là pour faire des menus accessibles. Est-ce qu'aujourd'hui quand même, d'un point de vue, on va dire, de la coulisse des cuisines, c'est un métier qui attire encore? Je vous pose cette question parce que vous êtes battu pour la transmission en général, et on le sent quand on vous écoute, et vous avez récemment sauvé les cuisines mode d'emploi qui étaient en réalité des écoles un peu faites sur mesure pour apprendre le métier, mais ça a été quand même difficile de les sauver. Ça a été difficile de les sauver, c'est toujours difficile de les maintenir. C'était pour attirer des personnes qui étaient éloignées d'un projet métier, voire des fois même très éloignés d'un projet métier, avec des accidents de vie, et de leur dire, venez vers les métiers de l'hôtellerie-restauration, vous allez voir, il y a des possibilités d'épanouissement. Donc on a sauvé effectivement ces écoles, mais ça reste quand même très fragile. Mais on a fait aussi quelque chose d'important à l'UMI ou au GNC, c'est d'augmenter le salaire de l'apprenti, bien que ce soit contesté par certains syndicats. Pourquoi contester ? Parce que certains syndicats disent c'est encore l'employeur qui va payer, mais moi je trouvais que c'était un bien pour nos apprentis, et puis réformer un petit peu pas mal de choses, et notamment la planification de nos métiers. Mais tout ça, nous y travaillons, mais il faut quand même nous aider dans nos filières pour que ces filières soient attractives.
À l'heure du déjeuner sur Sud Radio, nous sommes en bonne compagnie avec Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et chef évidemment qu'on ne présente plus. On avait une petite conversation en coulisses, je me permets de la trahir, Thierry Marx, parce que bien sûr, restaurateur, vous nous avez expliqué pendant le premier quart d'heure de cet entretien à quel point bien sûr il fallait lever des obstacles, évidemment ne pas taxer les pourboires, évidemment ne pas pénaliser le chef d'entreprise, parce que le restaurateur est un chef d'entreprise quand il construit des logements pour ses salariés. Évidemment que quand on est à court de solutions comme celle-ci, on fait appel à l'État, mais est-ce qu'on pourrait jusqu'à dire aujourd'hui le consommateur vis-à-vis des restaurants quand il trouve que c'est trop cher, est-ce qu'on a encore une éducation du goût? Est-ce que le Français a encore cette capacité, bien sûr, de savoir que, oui, quand le produit est de qualité, que ça se raréfie, bien sûr qu'il faut le payer? Alors oui, on peut le dire comme cela, et en même temps, il faut reconnaître, encore une fois, il y a une antériorité à tout ça. Ça fait 40 ans que ça se dégrade. Aujourd'hui, on se dit oui, il y a un prix à payer. On oublie une chose, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui ont un reste à vivre suffisant, et qui peuvent évidemment avoir une éducation au goût, qui s'offrent une éducation au goût, choisir des bons produits et de les reconnaître, et même de faire attention à leur propre alimentation. Et puis il y a ceux qui ont un reste à vivre insuffisant, qui le 10 du mois sont en galère, et qui pour eux n'achètent plus une valeur, mais achètent un prix. Et ça a continué sur cette fracture sociale à créer une alimentation à deux vitesses. Et c'est là où il faut rattraper un petit peu tout ça. Sur l'éducation au goût, au travers de cours de gastronomie. J'entends peser mes mots. Un cours de gastronomie, c'est pas simplement un cours de cuisine, c'est un cours de géographie, un cours d'histoire. L'origine des produits, l'origine des produits, comment on les transforme. Donc vous avez même un cours d'arithmétique si vous le voulez dedans, et de le faire de plus en plus tôt pour refaire le mangeur de demain. Et ça, je reprends toujours les mots de Claude Fischler, qui est un sociologue que j'aime beaucoup. Il dit, faut refaire le mangeur, parce que là, on n'a que des consommateurs. J'achète un prix ou une valeur. Et ça, et puis encore une fois, travaillons pour le développement du pouvoir d'achat, pour que les personnes puissent reprendre leur liberté, et que de temps en temps, on puisse leur donner une leçon, un conseil, en leur disant, vous devriez mieux manger. Mais oui, mais quand vous n'achetez qu'un prix et plus une valeur, c'est ça toute la problématique. Parce que, et je clôt là-dessus, on a trop longtemps laissé croire que la théorie du low cost était la meilleure. Vous achetez pas cher, mais quand vous n'achetez pas cher, vous achetez quelque chose qui a beaucoup moins de valeur. Le low cost est une économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité, on vous fait un petit prix. Et on a laissé croire à des quantité de personnes, notamment la génération de mes parents, qu'ils avaient du pouvoir d'achat à cause de cela. Eh bien, il faut inverser ça. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux citoyens pour qu'ils puissent acheter mieux. Et effectivement, je reprends votre propos, à un moment donné, il faut accepter le prix d'un bon produit et d'être capable de mesurer ce qu'est un bon produit. Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel, avant de nous parler d'autre chose. Mais aujourd'hui, chez Bleu Blanqueur, c'est le label agricole dans lequel je suis, eh bien, on mesure effectivement ça. L'impact social, la rémunération de l'agriculteur. Tous les impacts. Au sens large. Toutes les étapes, la rémunération de l'agriculteur qui, en échange de quoi, il fait cette transition environnementale dont on a besoin, et l'impact nutritionnel au travers d'études cliniques qui définissent que un bon produit, un œuf par exemple, est naturellement riche en oméga 3 et en oméga 6, qui fait que vous avez un produit sain à manger. Mais c'est 25 ans de travail sur un label, et aujourd'hui c'est 7000 agriculteurs. C'est pas encore suffisant. Mais ça va grossir, c'est 25 ans. Donc à un moment donné, il faut qu'on entende cela avant de dire c'est formidable de réagir et de signer une charte contre quelque chose comme la loi du plomb. On va en parler dans un instant. On en parlera, mais c'est un sujet de fond, c'est pas un sujet cosmétique comme ça, de dire je manifeste. Quand on parle d'agriculture, quand on parle d'alimentation, il faut parler beaucoup de sociologie. Quand vous parlez à l'instant de la tendance low cost, qui était une tendance pendant très longtemps et qui malheureusement perdure, il y a aussi des tendances qui s'installent pour tous les métiers de bouche dont vous faites partie, Thierry Marx, c'est parfois le véganisme, de plus en plus la naturalité, le fait de moins de viande. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est à un restaurant, je crois que l'un de vos confrères a arrêté dans un de ses célèbres restaurants d'arrêter totalement les produits d'origine animale. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui, quand on est restaurateur, de se fondre, on va dire, dans cette tendance, ou au contraire, être restaurateur, c'est aussi proposer des produits nobles et donc de faire parfois un peu de résistance face au courant qui semble s'imposer? Moi, je prendrai les mots de Coco Chanel, les modes passent, le style reste. Moi, je suis là pour défendre une cuisine d'auteur.
Même dans un bistrot, même dans un bouillon, on peut avoir une cuisine d'auteur. Bien sûr, mais c'est ce qui fait l'attractivité française et sa diversité. Si quelqu'un choisit de faire une cuisine au travers du vegan, moi ce qui compte c'est qu'ils mettent des casseroles sur le fourneau et qu'ils cuisinent vraiment. Moi ce qui m'inquiète dans le véganisme des fois, c'est quand je regarde les contre-étiquettes de produits industriels véganes, ça fait peur. Après, quand on est végétarien, je connais bien ce domaine d'être végétarien, eh bien, quand on met des casseroles sur le fourneau et qu'on se met à cuisiner, ça peut être passionnant et ça crée un style. Et puis, on a des chefs qui se sont impliqués. Moi, je pourrais citer l'Arpège, qui est un chef merveilleux. C'est à lui que je pensais. C'est un grand cuisinier auteur. Donc, il a fait une cuisine merveilleuse autour du végétal. Mais on s'impose rien. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut défendre la cuisine d'auteur. Après, les courants de pensée. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup vu de restaurants véganes tenir le coup économiquement. Aujourd'hui, force est de constater que c'est un courant il n'y a pas une adhésion forte sur ce courant de pensée. Le végétarien, oui, un peu plus, mais en passant par le flexitarisme, c'est-à-dire 80% végétal, et 20% protéine animale, ce qui permet, quand vous défendez la protéine animale de qualité, d'aller vers des éleveurs français de grande qualité et des pêches responsables. Et d'aller une fois de plus vers le produit de qualité. Vous en parliez aussi, et c'est une tendance visiblement, même une mode aujourd'hui, c'est qui a signé ou qui n'a pas signé la fameuse pétition contre la loi du plomb. Dans quel camp êtes-vous, Thierry Marx, dans ceux qui disent, comme les restaurateurs qui ont aussi signé cette tribune il n'y a pas si longtemps que ça, en disant écoutez, en réalité on est là pour faire à manger, pas pour empoisonner. Vous faites partie du camp dit des plus pragmatiques, peut-être, en disant mais enfin écoutez, si vous voulez aussi sauver nos restaurateurs, il faut leur autoriser de temps en temps, parce que c'est ainsi que c'est dit dans la loi, avec sous dérogation précise et à titre exceptionnel, utiliser certains produits. Non, moi je fais partie des contre cette loi du plomb. Maintenant, c'est pas contre la loi. Finalement, quand vous regardez la loi, il y a 8 points marquants qui concernent en gros 5 ou 10 exploitations en France. Sur la betterave, sur la noisette et sur quelques produits protéines animales où on voudrait augmenter la capacité de production. Donc c'est pas, mais c'est l'écho de cette loi qui fait une mauvaise résonance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas considérer, moi qui défends depuis 20 ans un modèle agricole, qu'il faille faire entrer dans notre alimentation une molécule qui ne convient pas au genre humain, à notre constitution. Donc il faut dire oui, la loi du plomb, il faut revoir la copie. Pour moi, ça fonctionne pas. Mais en même temps, il faut aussi arrêter d'être épidermique et de se dire bon, c'est pas beau, c'est pas bien. Engagez-vous dans des labels agricoles. Soutenez-les sur du long terme. Il suffit pas seulement de signer la pétition. Voilà, bon, signer, on fait 2-3 rhétoriques de plateau et on est pour ou on est contre. Ça suffit pas, il faut s'engager. Moi, ça fait 20 ans que j'ai découvert le monde agricole. Sinon, avant, j'étais comme tout le monde. Je levais le poing en disant c'est pas beau, c'est pas bien, je veux que du bio, je veux que ici. Puis du jour où j'ai rencontré quelqu'un comme Pierre Veil, il m'a dit viens dans les exploitations et tu vas voir la transformation qu'on est en train de mettre en place. 25 ans de travail pour arriver à une vraie transformation. Donc évidemment, je suis contre la loi du plomb parce que c'est la loi en elle-même, elle est un peu creuse, mais en même temps, c'est le message qu'elle envoie qui me paraît inopérant. Dans les opérations et dans les combats à mener, il y en a un que vous menez actuellement en tête avec plein d'autres chefs. Je pense à Yannick Aleno, je pense à Alain Ducasse et énormément d'autres. Vous êtes plus d'une 60aine de chefs à avoir signé cette tribune pour que la gastronomie française soit une exception culturelle. Qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui quand on voit tout ce que vous nous avez décrit sur la difficulté d'être aujourd'hui un restaurateur en France? C'est un chiffre alarmant que je rappelle à l'antenne, d'où l'importance parfois d'aller mettre un petit billet sur une table de restaurant. C'est 25 restaurants par jour qui ferment aujourd'hui en France et ça se fait quand même dans un silence de plomb. En quoi, on va dire, étiqueter la gastronomie française comme exception culturelle est aujourd'hui indispensable, Thierry Marx? C'est indispensable parce que sinon elle va disparaître. C'est-à-dire que je pèse mes mots en disant cela. Si je prends les chefs auteurs, chefs et chefs bien évidemment, on a 1500, 2000 chefs qui représentent une identité de cuisine très très forte dans notre pays, dans notre hexagone. Et puis il y a 175 000 restaurants ou de gens qui portent le mot restaurant. Ce qu'il faut défendre, c'est l'attractivité de la cuisine d'auteur, de la diversité de notre cuisine, donc de la diversité de nos terroirs, pour que on garde cette attractivité touristique. On a eu un conseil interministériel il y a quelques jours, c'est moins de 72 heures, et finalement on nous disait l'attractivité de la France c'est formidable, la tradition culinaire, etc. Tout ça attire du monde, mais hélas on retrouve plus ça. Quand on est un touriste américain, on se dit je vais aller manger en ruralité, j'ai plus rien. Donc aujourd'hui, je pense que fiscalement, il faut que on protège
encourage ces cuisines d'auteur. Encore une fois, revenir à une loi cadre sur le fait maison, parce que quand on parle d'une cuisine d'auteur, ça commence dans un bistrot, dans la bistronomie, dans la brasserie, dans le cuisinier ou cuisinière à un moment. auteur, exactement. Mais on doit avoir une vraie... Chez le boulanger, Bien il sûr. faut que tous ces gens, fiscalement, soient protégés. Pourquoi ils ne le sont pas aujourd'hui ? C'est qu'ils sont tellement étouffés par les taxes qu'ils n'arrivent même plus Bien à sûr. concevoir un peu de trésorerie. Donc, ils jettent l'éponge par rapport à des gens qui ont industrialisé nos métiers. Il nous reste une petite minute, Thierry Marx, et j'aimerais vous poser 2 questions, à mon avis, auxquelles il peut avoir des réponses courtes. Aujourd'hui, est-ce que le métier de cuisinier pourrait être, à ma modeste place, un passionné de gastronomie, de cuisine ? Est-ce que c'est encore un métier dans lequel on arrive à transmettre ? Bien sûr, c'est un métier où on arrive encore à transmettre. Faut-il encore une fois, et je clôt mon propos là-dessus, mais protéger ce qu'est un mot restaurant. Quand vous donnez un CAP de cuisinier à quelqu'un qui s'est engagé pour apprendre ce métier et qu'il se retrouve à le faire dans de mauvaises conditions, son simple diplôme est dévalorisé. Donc il faut continuer à valoriser nos métiers, sa transmission. Il y a des gens formidables aujourd'hui qui sont encore en capacité à transmettre de façon merveilleuse notre métier, qui, grâce à Auguste Escoffier, est encore un repère mondial de savoir-faire et de formation professionnelle. N'oublions pas que la formation à la cuisine française est d'une des formations de base pour pouvoir travailler sur l'ensemble de la planète. Et Thierry Marx, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui nous écoute, qui est encore jeune et qui rêve d'être un bon cuisinier ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Viens, engage-toi. Nos métiers, c'est simple, hein, c'est de la volonté, rigueur, engagement, régularité, et l'épanouissement est assez rapide. C'est la maîtrise du geste, du feu et du temps. On disait ça déjà au VIe siècle, là, c'est le moine d'Onguène. Mais ça permet aux gens, une fois qu'ils ont réussi à acquérir ces bases métiers, finalement de s'épanouir et puis d'avoir une résonance planétaire. Volonté, rigueur et engagement, je retiens ça. Est-ce qu'on peut dire encore un mot des engagements caritatifs que vous organisez ou que vous supervisez parfois, Thierry Marx, notamment parfois en honneur de l'armée ? Oui, on a le grand repas de nos blessés, hein, ceux qui veulent faire des dons en vin. Il y a une vente chaque année organisée aux Invalides et un repas qui est organisé avec une équipe de France des chefs et un traiteur qui s'appelle T-Traiteur, et on fait en gros 200 à 250 couverts et une levée de fonds pour aider nos blessés, les familles de nos blessés et les veuves, les enfants qui font des études de nos blessés, de gens qui s'engagent pour la France. Merci beaucoup Thierry Marx d'avoir été notre invité en direct sur Sud Radio, qui plus est à l'heure du déjeuner. C'était un plaisir, chef mais aussi président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour nous avoir éclairé pendant plus d'une demi-heure sur ce sujet complexe qu'est la restauration, la cuisine et la gastronomie. Et n'oubliez pas, la gastronomie française doit être une exception culturelle. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Sud Radio en compagnie de Jacques Pessis, et nous on se retrouve quand ? Demain, même studio, même heure, 10h, 13h pour vos grands débats de l'été. Très bel après-midi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.